à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Moscou annonce la création de couloirs humanitaires à Alep. L'initiative s'adresse aux civils et combattants qui déposeraient les armes. Bachar el-Assad promet quant à lui une amnistie aux rebelles prêts à se rendre. Quel avenir pour l'armée turque? Le Premier ministre turc supervise un conseil suprême après la vague de purge dans la foulée du putsch raté. Objectif, remanier l'institution militaire et ce alors que 2 généraux viennent d'annoncer leur démission. 48 heures après l'assassinat d'un prêtre français, l'enquête se poursuit. Le second tueur de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray a été identifié. Il était fiché S mais n'avait jamais été condamné. Les carrières de sable proches du Litani vont être suspendues. Une décision temporaire annoncée tout à l'heure par Samir Mokbel. Le vice-président du Conseil appelle à cesser les déversements des eaux usées dans le fleuve qui traverse la Bekaa et le Liban Sud. Le ministre a présidé hier une réunion de la commission en charge du dossier. Il a précisé que les questions de pollution causées par les eaux usées seraient prises en charge par les municipalités en coordination avec le ministère de l'Intérieur. C'était une demande de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Les premiers passeports biométriques libanais seront émis le 1er août prochain. La Sûreté Générale l'a annoncé aujourd'hui dans un communiqué. Les demandes pourront être présentées dans tous les centres régionaux, à l'exception d'une dizaine. Dans l'actualité également, ce nouvel appel du Liban à la communauté internationale, cette fois par la voix du ministre des Finances. Il exhorte les pays dans le monde à aider l'État libanais à gérer le poids de la crise des réfugiés et à tenir leurs engagements, car, poursuit Ali Hassan Khalil, les Libanais sont aujourd'hui incapables de faire face à cette crise seuls. En Syrie, Moscou vient d'annoncer la création de couloirs humanitaires pour les civils, mais aussi les combattants prêts à déposer les armes. Les zones rebelles, situées à l'est de la deuxième ville du pays, sont totalement assiégées. Aucune aide internationale n'a pu entrer dans ces secteurs depuis maintenant 21 jours. Parallèlement à cette annonce, le président syrien a décrété une amnistie pour tous les insurgés qui rendraient les armes dans les 3 mois suivant la date de publication de ce décret. Al-Qaïda autorise le Front al-Nosra à devenir autonome. Dans un enregistrement audio, Ayman al-Zawahiri, le numéro 1 du groupe terroriste, a fait savoir à sa branche syrienne qu'il pouvait couper les liens organisationnels avec le réseau si cela était nécessaire à la préservation de son unité et à la poursuite de sa lutte en Syrie. Quel avenir pour l'armée turque? Un conseil militaire suprême a lieu ce jeudi à Ankara. Remanier l'armée, c'est l'objectif de cette réunion présidée par le chef du gouvernement, Binali Yildirim, en présence des plus hauts commandants de l'institution. En une douzaine de jours depuis le putsch raté, l'armée a été purgée de près de la moitié de ses têtes. Et quelques heures avant la tenue du conseil, 2 importants généraux ont démissionné. Il s'agit de Kamil Bazoglu et Issa Nuar, parmi les plus étoilés de l'armée de terre. Au même moment, le chef de la diplomatie turque annonçait quant à lui le renvoi de 88 fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Restez des nôtres, on se retrouve après une courte pause. Israël a annoncé cette semaine la construction de centaines de logements à Jérusalem-Est. La partie palestinienne de la ville annexée est occupée par l'État hébreu. Des plans provocateurs, estime Washington dans un communiqué. Le département d'État se questionne sur l'engagement d'Israël en faveur d'une solution pacifique et négociée avec les Palestiniens. Direction la France, où les enquêteurs ont identifié le second tueur de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Il était fiché S, mais n'avait jamais été condamné. Leïla Sali revient sur les derniers éléments de l'investigation. Dans l'enquête sur la tuerie de Saint-Étienne-du-Rouvray. Abdelmalik Petitjean. Plusieurs éléments font penser aux enquêteurs qu'il pourrait s'agir du 2e tueur de l'attaque. Une identification difficile. Le second terroriste tué devant l'église a été défiguré par une balle. Peu après les faits, la carte d'identité d'Abdelmalik Petitjean, 19 ans, a été retrouvée au domicile familial d'Adel Kermiche, l'autre assaillant. Le 22 juillet dernier, soit 3 jours avant l'attaque, une note a été diffusée par les services antiterroristes. Le document faisait état d'un homme prêt à participer à un attentat sur le territoire national. Aucun nom, seulement une photo qui ressemble étrangement à celle de la carte d'identité d'Abdelmalik Petitjean.
Seule une identification ADN pourra confirmer cette hypothèse. Des prélèvements ont été effectués sur la mère d'Abdelmalik Petitjean lors d'une perquisition à leur domicile d'Aix-les-Bains en Savoie. La mère du jeune homme, elle, conteste catégoriquement cette hypothèse. Les enquêteurs disposent également du profil génétique d'Abdelmalik Petitjean qu'ils pourront comparer avec celui du corps. Le jeune homme était en effet fiché S et recherché par les services de renseignement après avoir séjourné en Syrie l'année dernière. Les résultats des tests ADN sont attendus dans la journée. Malgré la menace terroriste également forte en Allemagne, Angela Merkel rejette fermement les appels à remettre en cause l'accueil des migrants. Et ce alors que 2 attentats ont été perpétrés par des réfugiés ces derniers jours. Nous allons y arriver, wir schaffen das, a réaffirmé la chancelière, comme elle l'avait lancé à la fin de l'été 2015, quand l'Allemagne a ouvert ses portes à des centaines de milliers de réfugiés fuyant la guerre ou la misère. François est actuellement en Pologne où se tiennent les Journées mondiales de la jeunesse. Le souverain pontife a célébré une messe à Tchékostova. Julie Chouteau. Dans ce qu'il appelle la capitale spirituelle de la Pologne, le pape François donne la messe en plein air. Sur cette grande esplanade, tant de fois arpentée par Jean-Paul II, des dizaines de milliers de fidèles polonais et jeunes du monde entier. Pendant la cérémonie, une perte d'équilibre, sans mal pour le souverain pontife qui poursuit son homélie. Au premier rang, les dirigeants polonais, présidents et premiers ministres, tous deux très pratiquants. Des dirigeants catholiques qui mènent pourtant une politique en opposition avec celle prônée par le pape. La veille, le souverain pontife appelait le pays à ouvrir sa porte aux migrants. La Pologne refuse toujours les quotas de réfugiés définis par l'Union européenne. Le discours papal trouvera peut-être un peu plus d'enthousiasme ce week-end auprès des jeunes catholiques rassemblés au JMJ de Cracovie. Après Bill Clinton et Bernie Sanders, 2 nouveaux poids lourds démocrates ont vanté hier les mérites de leur candidate. Le président américain Barack Obama et son vice-président Joe Biden ont brossé chacun à leur tour le portrait d'Hillary Clinton. Un Joe Biden plus en forme que jamais. Pour valoriser Hillary Clinton, le vice-président use de ses talents d'orateur et multiplie les attaques contre le candidat du camp républicain, Donald Trump. Joe Biden met en garde les Américains contre un milliardaire qu'il estime bien loin des préoccupations de la classe moyenne et cite les missions où l'homme d'affaires recrute mais surtout licencie des apprentis. Son manque d'empathie et de compassion se résume à la phrase célèbre dont je crois qu'il est fier « Vous êtes viré ». Comment peut-on prendre plaisir à dire « Vous êtes viré » ? Après ce passage salué par la foule, le président lui-même prend le relais dans la charge contre Donald Trump. Barack Obama dénonce la vision de l'homme d'affaires qui promet de rendre à une Amérique affaiblie sa grandeur. Voici une autre preuve que Donald Trump va perdre. Parce qu'il se trompe sur le peuple américain. Nous ne sommes pas fragiles ou apeurés. Notre pouvoir ne vient pas d'un quelconque sauveur autoproclamé, promettant que lui seul peut restaurer l'ordre. Nous tenons ces vérités pour acquises, que tous les hommes naissent égaux, et qu'ensemble, nous le peuple, formons une union parfaite. Une attaque en règle contre le camp républicain pour afficher l'union des démocrates derrière Hillary Clinton et faire oublier les divisions qui ont assombri les premiers jours de cette convention. À quelques jours du coup d'envoi des JT de Rio, pour de nombreux habitants, c'est aussi l'occasion de trouver du travail. Près de 80 000 intérimaires vont être embauchés. Reportage de Nicolas Ransom, Alexandre Mas et Laure Damas. Nouvelle journée et nouvelle campagne de recrutement éclair pour les Jeux Olympiques. C'est l'une des dernières chances pour décrocher un travail pour les Jeux. Il y a beaucoup de monde, alors la présélection se fait rapidement sur le parking. Nous avons quelques postes à remplir aujourd'hui. Des caissiers, des hôtesses, des vigiles. Le chômage dépasse les 11%. Le travail se fait de plus en plus rare au Brésil. Au milieu des postulants du jour, Gesley Goudou. Cet Haïtien est venu au Brésil pour trouver une vie meilleure. Aujourd'hui, il court après les petits boulots. Et je viens ici juste pour
pour chercher aujourd'hui une place pour travailler, pour avoir de l'argent, pour aider ma famille. Avec les JO, le secteur de l'emploi à Rio reste cependant moins touché par la récession actuelle. Depuis janvier, cette agence de travail temporaire a réalisé un recrutement massif, 16 000 personnes. Au total, ce sont près de 80 000 intérimaires qui seront embauchés pour l'événement. Malgré ce regain d'optimisme, ce professeur en économie juge la situation très préoccupante. Ces emplois ne vont pas durer. C'est du court terme. Certes, c'est bien pour les personnes qui travailleront pour les Jeux, mais ce qui m'inquiète, c'est l'après-Jeux olympiques. Où sera-t-on en novembre? La vague va sûrement retomber. La vie sans sécurité de l'emploi, c'est le quotidien pour de nombreux Brésiliens. Rocky fait des déménagements dans les rues arpentées des favelas de Rio. Comme lui, des millions de Brésiliens survivent aujourd'hui grâce au travail informel. Avec cette période de crise qu'on vit ici au Brésil, le mieux c'est de travailler dans son quartier, comme je fais, avec un travail honnête. Je fais des déménagements, je livre pour des magasins et je m'en sors comme ça, toujours honnêtement. Beaucoup de ceux qui ont obtenu du travail pour les Jeux Olympiques n'auront pas d'autre choix que de retourner dans l'économie souterraine juste après l'événement. L'économie parallèle au Brésil représentait plus de 16% du PIB en 2015. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Moscou annonce la création de couloirs humanitaires à Alep. L'initiative s'adresse aux civils et combattants qui déposeraient les armes. Bachar el-Assad promet quant à lui une amnistie aux rebelles prêts à se rendre. Quel avenir pour l'armée turque? Le Premier ministre turc supervise un conseil suprême après la vague de purge dans la foulée du putsch raté. Objectif, remanier l'institution militaire et ce alors que 2 généraux viennent d'annoncer leur démission. 48 heures après l'assassinat d'un prêtre français, l'enquête se poursuit. Le second tueur de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray a été identifié. Il était fiché S mais n'avait jamais été condamné. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.